Bonjour, cette première séance porte sur l'histoire et les enjeux des politiques familiales. Les CAF, dont vous êtes administrateurs, sont en quelque sorte le vaisseau amiral des politiques familiales en France. Mais elles ne sont pas seules dans ces politiques qui méritent largement le pluriel. Politique familiale au pluriel, parce qu'il existe des prestations monétaires versées par les CAF, mais également d'autres prestations versées par les collectivités territoriales, les villes en particulier. Il existe aussi des équipements et services, c'est-à-dire des crèches, des centres sociaux, des accueils de loisirs, des équipes de travailleurs sociaux. Sur le plan fiscal, des réductions d'impôts viennent diminuer en fonction du nombre d'enfants, les impôts qui pèsent sur les parents. Les politiques familiales méritent également le pluriel car elles ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Qu'il y existe ou non une politique explicitement familiale, on trouve désormais, au moins dans tous les pays de l'Union européenne, des programmes autour de 3 grands objectifs. Le soutien à la natalité, la redistribution des revenus, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Certains pays poursuivent simultanément ces 3 objectifs, d'autres se concentrent sur un seul d'entre eux. Mais qu'appelle-t-on politique familiale ? L'expression est, d'une certaine façon, une facilité de langage qui rassemble des dispositifs qui sont nés à diverses époques, qui ont été conçus avec des objectifs variés et qui s'appuient sur des conceptions philosophiques différentes. Revenons d'abord sur cette histoire des politiques familiales en France. En France, les politiques familiales puisent à 2 sources. D'une part, les dispositifs d'assistance, qui ont des racines très anciennes et des fondations juridiques qui datent du XIXe siècle. D'autre part, les assurances sociales du XXe siècle. Celles-ci ont été institutionnalisées avec la sécurité sociale. Dans les 2 cas, il s'agit de soutenir la famille et la natalité. Certains pourraient, à juste titre, considérer que la politique familiale serait de tout temps, au sens où, depuis l'Antiquité, il y a toujours eu des secours pour aider les nécessiteux, au premier rang desquels on trouve les enfants seuls et les femmes avec de jeunes enfants. Les femmes et les enfants d'abord. La protection de l'enfance est le premier sillon des politiques familiales dans le domaine de l'assistance. Tout au long du XIXe siècle, avec une accélération à la fin de ce XIXe siècle, des textes sur la protection de l'enfance vont s'additionner. Notamment la loi de 1874 relative aux enfants en bas âge, ou encore la loi de 1889 relative à la protection de l'enfance maltraitée. De ces textes descendent directement l'actuelle protection maternelle et infantile, premier sigle, la PMI, et l'aide sociale à l'enfance, deuxième sigle, l'ASE. C'est au département, conforté par les lois de décentralisation dans les années 80, qu'échoient maintenant ces missions. Les allocations familiales elles-mêmes ne relèvent pas de cette logique d'assistance. Il s'agit d'un complément de rémunération. Sous le Second Empire, nous sommes toujours dans l'histoire, en 1854, une circulaire instaure un tel complément de revenus pour les marins chargés de famille. Aux origines des allocations familiales, on trouve ainsi, à partir du milieu du XIXe siècle, des mesures prises dans les chemins de fer ou encore dans certains conseils généraux en faveur des employés pères de familles modestes. Parallèlement aux initiatives des services publics, des entreprises privées, souvent dirigées par des catholiques sociaux, mettent en place des variations de la rémunération des employés en fonction des besoins et des situations de leur famille. Des entrepreneurs inventent, toujours au XIXe siècle, le sursalaire familial. Celui-ci consiste à accorder des suppléments de salaire aux employés du privé ayant des enfants à charge. Après la Première Guerre mondiale, ces initiatives patronales se généralisent. Des caisses de compensation, ancêtres de vos caisses d'allocation familiale, se créent afin de mutualiser les contributions des entreprises. En 1920, un comité central des allocations familiales, ancêtre de la Caisse nationale des allocations familiales, est chargé de promouvoir le système auprès des entrepreneurs. Sur le plan des lois, une loi importante, celle du 11 mars 1932, rend obligatoire l'adhésion des employeurs à une caisse. Le principe et l'organisation du versement d'un sursalaire familial se systématisent pour l'ensemble des salariés du privé, ouvriers ou employés. L'après-guerre est une période particulièrement structurante.
Les allocations familiales constituent une pièce maîtresse de la sécurité sociale qui s'établit en 1945. Cette sécurité sociale se présente comme un système global de protection du travailleur salarié et de sa famille. Son ambition, d'abord centrée sur les salariés de l'industrie et du commerce, est de s'étendre à toutes les catégories de la population. Les CAF, qui correspondent à la généralisation des caisses de compensation, sont intégrées à la structure juridique de la sécurité sociale. Les CAF étaient d'ailleurs appelés à y être intégralement fusionnées, mais compte tenu de la spécificité de leur histoire, elles restèrent distinctes des caisses de sécurité sociale. L'architecture des prestations familiales se consolide alors. Une loi du 22 août 1946 précise les 4 premières prestations familiales. Tout d'abord, les allocations familiales proprement dites. Elles ne sont versées qu'à partir du 2e enfant, sans condition de ressources. Ensuite, l'allocation de salaire unique. Versée dès le premier enfant, celle-ci est perçue alors par de très nombreuses familles dans la mesure où l'activité féminine salariée est, après-guerre, très faible. À ces 2 prestations s'ajoutent les allocations prénatales et l'allocation de maternité. Sur un autre plan, fiscal, la loi de finances du 31 décembre 1945 institue le mécanisme du quotient familial. Il s'agit de rendre l'impôt le plus neutre possible par rapport aux besoins de consommation et aux capacités de contribution des familles. Sur un volet institutionnel, les associations familiales sont alors pleinement légitimées. Une ordonnance de 1945 précise l'implantation au niveau national et local de ces associations qui sont reconnues par l'État. L'après-guerre institutionnalise de la sorte 3 des grandes spécificités des politiques familiales à la française. Premièrement, les allocations familiales à partir du 2e enfant seulement. Deuxièmement, le mécanisme fiscal du quotient familial. Et troisièmement, la reconnaissance des mouvements familiaux. Depuis, les évolutions de ces politiques, évolutions notamment liées aux mutations du monde du travail et de la sphère familiale, ont été particulièrement denses. De nouveaux instruments et surtout de nouveaux objectifs se sont ajoutés. C'est le thème de la 2e partie de notre séance consacrée aux enjeux et ambitions des politiques familiales. L'histoire des politiques familiales est une histoire d'objectifs qui se sont ajoutés les uns aux autres avec le temps. À l'origine, la visée des interventions publiques est protectrice et nataliste. Il s'agit de protéger le jeune enfant et sa mère. Il s'agit aussi de peupler et protéger la France. La préoccupation est fondamentalement démographique. À cette ambition essentielle s'ajoute plus tard un objectif explicite de lutte contre les inégalités. Les experts décrivent parfois une véritable rupture en ce sens dans les années 70 avec une socialisation de la politique familiale. De familiale, la politique des CAF devient alors plus sociale, avec, dans les années 70, la création de l'allocation logement social, de l'allocation de parents isolés ou encore de l'allocation aux adultes handicapés. Tout ceci ne va pas sans débat, mais au fur et à mesure, cette dimension sociale a été intégrée, digérée même. L'orientation s'est même renforcée avec une implication accrue des CAF dans la lutte contre la précarité. Les CAF gèrent ainsi, à partir de 1988, le RMI, devenu RSA en 2008, et aujourd'hui la prime d'activité. L'objectif de lutte contre les inégalités porte sur les revenus. Il porte aussi de plus en plus sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Les politiques familiales, et tout particulièrement les CAF, se donnent maintenant pour mission une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Il s'ensuit une révolution assez discrète des politiques familiales. Celle-ci vise bien la natalité, la lutte contre les inégalités, mais aussi, et avec une plus grande force, le soutien des parents avec de petits-enfants. En raison de l'extension de l'activité féminine, et souvent pour l'encourager, les principales nouvelles mesures en faveur des familles ont consisté, depuis les années 70, en interventions visant la petite enfance. Les courbes de dépenses sont claires. Avant le milieu des années 1980, la branche famille de la sécurité sociale ne dépensait rien, ou presque, pour l'accueil du jeune enfant lorsqu'il a moins de 3 ans. Depuis lors, les innovations ont très largement porté sur ce dossier.
À partir de 2010, on le voit sur la courbe, la branche famille dépense plus en matière d'accueil du jeune enfant qu'en allocation familiale. La PAJE, prestation d'accueil du jeune enfant, pèse ainsi plus que les allocations familiales. Cette dépense dans le secteur de la petite enfance est conçue et conceptualisée comme un investissement social. La dépense de politique familiale, lorsqu'elle est développée sur la petite enfance, profite tout au long de la vie des parents et tout au long de la vie des enfants qui ont bénéficié d'un accompagnement de qualité. Les CAF sont aujourd'hui au cœur de cette problématique de l'investissement social. Au terme de cette reprise historique, on pourrait suggérer 2 nouveaux noms aux CAF. Elles pourraient être rebaptisées des CAJE, C-A-J-E, des caisses pour l'accueil du jeune enfant, ou bien des KIS, comme bisous en anglais, des CIS, caisses d'investissement social. Ces 2 sigles sont proposés pour sourire, mais ils signent bien les grandes évolutions des politiques familiales et les évolutions des CAF. Alors, que retenir de cette histoire des politiques familiales? Premier point, les politiques familiales et les CAF proviennent d'une histoire longue qui place la politique familiale au cœur de la protection sociale à la française. Deuxième point, ces politiques familiales se sont constamment étendues. Les prestations familiales ont connu un mouvement essentiel, celui de leur généralisation. Les allocations familiales, qui étaient réservées à l'origine aux salariés du commerce et de l'industrie, ne dépendent plus en rien aujourd'hui de l'activité professionnelle. C'est entre autres pour cela qu'on les dit universelles. Troisième point de conclusion, l'histoire et l'actualité nourrissent une préoccupation permanente qui se trouve au soubassement des politiques familiales et au cœur des CAF, s'adapter aux familles et à la société.